Bon, bonjour à tous, on reprend, on reprend précisément à l'heure. Donc cette session est une session qui va être en deux temps. Un premier temps, on va parler via deux exposés d'un problème assez important en apprentissage automatique qui est la dérive des modèles. Donc comment on fait pour vérifier que les modèles appris continuent à prédire ce qu'il faut et comment on fait pour les corriger. Voilà, donc ça c'est la première partie de cette session. Et en deuxième partie, on aura un exposé, une suite d'orateurs qui vont vous présenter les use cases de AI4 Industry pour essayer de motiver un peu votre appétit à participer à cet événement en tant qu'industriel ou à envoyer vos use cases pour que les étudiants travaillent toute une semaine dessus. Voilà, donc pour commencer, c'est Maxime Fucellaro qui va donc vous présenter ses travaux de thèse qu'il réalise en ce moment au Labri avec Akaz et Marie et moi-même. Et donc Maxime, voilà, si tu voulais parler de ces problématiques de détection de dérives dans un contexte non supervisé. Et c'est où pour next? Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Maxime Fucellaro, je suis en troisième année de thèse donc en thèse CIFRE avec Mangrove et du côté académique, je suis encadré donc par Laurent Simon et Akaz et Marie. Alors donc je vais commencer mon exposé par définir qu'est-ce que la dérive. Un peu les différents types de dérives, les différentes vitesses qu'elle peut avoir. Ensuite, je vais faire une revue sur l'état de l'art, comment on traite la dérive dans un contexte supervisé ou non. Et puis, je présenterai mon dernier article, enfin l'algorithme qu'on a présenté pour notre dernier article, puis je répondrai à vos questions. Tout d'abord, petite slide d'intro au Labri. C'est un des plus grands centres de recherche en France qui regroupe la quasi-totalité des chercheurs en informatique de la région bordelaise. Et c'est axé en 6 thématiques. Il y a un grand nombre de doctorants. Et donc, s'il y a des futurs élèves qui veulent faire une thèse sur la région bordelaise, vous allez probablement avoir une interaction avec le Labri. Alors, la dérive, la définition la plus simple, c'est plutôt la conséquence de cette dérive, ça va être une chute de performance à cause d'un changement de distribution. Donc on va avoir un modèle, on crée le modèle avec nos données d'entraînement labellisées, on va mettre le modèle en production, il va tourner, et plus tard, ou assez vite, il va y avoir un changement de distribution qui va faire que les performances prédictives vont chuter assez rapidement. Alors, on distingue 3 grandes causes. Donc, il y a l'évolution des données. Simplement, là, moi je citerai le réchauffement climatique. On peut imaginer que les modèles météo aujourd'hui, dans 30 ans, ils seront peut-être moins adaptés. On ne sait pas. Il peut y avoir des erreurs dans les données. Simplement un capteur défectueux qui va envoyer des valeurs délirantes. Et s'il n'y a pas de brique qui va pré-traiter ou vérifier les valeurs, ça va emmener le modèle prédictif à avoir une baisse de performance. Et enfin, il y a des facteurs imprévisibles. Donc là, moi je cite souvent le Covid, quelque chose externe, brutal, qui va faire chuter les performances. Alors, il y a plusieurs types de vitesses. Donc, il y a la vitesse soudaine, donc une dérive soudaine. Donc là, le Covid, par exemple. Il y a les dérives récurrentes, où on va avoir une oscillation entre 2 concepts. Donc là, on peut imaginer les ventes de bière en été et en hiver. Donc, 2 modèles prédictifs qui se donnent, pour répondre au mieux à la problématique prédictive, se relaient en été et en hiver. On va avoir une dérive incrémentale, donc qui va venir petit à petit. Donc là, moi, je pense au changement climatique. Et puis les dérives graduelles. Donc là, on peut imaginer si on met à jour une application et que ça change le comportement des utilisateurs, mais tous les utilisateurs ne la mettent pas à jour directement. On va avoir une période où on a 2 concepts, les observations qui viennent des 2 concepts. Et donc cette phase de changement est assez difficile. Et des fois, elle peut être assez longue, ce qui est challenging. Voilà, je donne l'exemple de dérive brutale pour le Covid. On essaye de prédire le nombre de passagers par mois, et puis le Covid arrive.
on n'a pas une variable pandémie dans notre modèle, donc le modèle dit n'importe quoi. Alors, la dérive, on peut la définir, donc il y a 3 sources de dérive, si on regarde la formule de Bayes. Il y a P de C sachant, P de Y sachant X, donc là ça va être ce qu'on cherche à prédire. Il va y avoir P de Y et P de X sachant Y. Je vais aller plus en détail sur les 3 sources. Donc la première source de dérive, c'est un changement de probabilité a priori. Donc en gros, la frontière de décision et la distribution des données ne va pas changer, mais on peut se retrouver avec un modèle contrebalancé. C'est-à-dire d'un coup, on va avoir énormément de fraudes, mais ces fraudes ont toujours les mêmes caractéristiques. Et donc, si le modèle n'est pas réentraîné en ligne, ça ne va pas gêner. Par contre, quand on a un apprentissage en continu, ça peut être gênant. Mais cette dérive, vu qu'elle ne modifie pas les frontières de décision, elle est souvent pas impactante. Alors la deuxième type de dérive, c'est un changement de distribution des classes. Donc là, la frontière de décision est à nouveau non impactée, mais on va avoir des nouvelles valeurs. Je donne souvent l'exemple, on classifie des chiens et des chats, et puis d'un coup on va avoir des images de chiens, mais prises de nuit. Donc on n'a jamais vu de chiens de nuit, c'est toujours des chiens, mais c'est des nouvelles valeurs. Et dans certains modèles prédictifs, ça peut amener à une baisse, à une mauvaise classification. Donc ce type de dérive est plus étudié. Alors la dérive la plus importante, c'est le changement de probabilité a posteriori. C'est quand la frontière de décision est impactée. Là, on peut imaginer, on se place dans un contexte de maintenance prédictive sur une usine. L'usine est neuve, les modèles sont entraînés. Puis 20 ans plus tard, l'usine a vieilli et des valeurs qui étaient nominales avant et qui ne généraient pas de panne vont générer des pannes. Et si les modèles n'ont pas été réentraînés pour modéliser ces nouveaux comportements, on va passer à côté de pannes qui auraient pu être évitées. Donc ça, c'est le type de dérive que la plupart des chercheurs se penchent dessus aujourd'hui, parce que c'est celle qui vraiment va modifier les performances prédictives. Alors, là, je vais faire un petit passage sur l'état de l'art. Comment est-ce qu'on peut traiter une dérive? Donc il y a plusieurs familles, sous-familles de détection. Alors, la première famille, c'est par une détection. Donc les premiers modèles, c'était Hadwin notamment. Donc là, on va monitorer les valeurs, mais pas les valeurs de la cible, les valeurs des variables. Et quand on va avoir un changement donc là sur Hadwin, c'est la moyenne mobile entre deux fenêtres. Là, on va se dire, ah attention, il y a une dérive. Après, cette méthode a l'avantage de ne pas avoir besoin des labels, mais elle ne va pas détecter la dérive de type P de Y sachant X. Elle va surtout détecter une dérive P de X, peut-être P de X sachant Y, ça dépend. Alors, il y a une analyse des modèles. Donc, ça c'est là, nos travaux ils se situent dans le 2.1. On va regarder dans le modèle qui va faire un partitionnement de l'espace. Est-ce que au sein des partitions, la distribution est statique? Bon, je vais détailler plus tard. Et il y a une analyse de la temporalité. Donc, il y a une première approche où on va introduire le temps dans les variables prédictives. On entraîne un modèle et on regarde si le temps est important. S'il est important, ça veut dire que notre jeu de données n'est pas stationnaire. Il y a plusieurs concepts qui se superposent. Et si le temps n'est pas du tout impactant, eh ben, là, on est bon. Et il y a d'autres variables, une autre méthode où on va en prendre nos données d'entraînement, on supprime la cible, on prend nos données d'inférence
et on attribue aux données d'inférence la cible 1 et les données d'entraînement la cible 0. On mélange tout ça et on essaie de différencier les données d'entraînement des données de test. Et si on y arrive, donc on va regarder l'air sous la courbe ROC, si on arrive à bien séparer les observations, c'est qu'il y a une dérive. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'il n'y a pas de dérive. Donc ça permet, c'est une méthode assez élégante pour détecter la dérive. On ne la gère pas, mais on la détecte. Ensuite, il y a une analyse des résultats prédictifs. Donc là, il y a énormément de papiers. Vous pouvez aller voir, c'est très riche. On va regarder le taux d'erreur. On va faire divers tests statistiques sur le taux d'erreur. Donc on a un modèle en production. On fait l'hypothèse que la vérité terrain est disponible peu de temps après l'inférence. Et si on a une baisse des performances du modèle, d'une manière ou d'une autre, eh ben on va dire attention, ça dérive. Donc cette méthode, le principal inconvénient, c'est qu'on fait l'hypothèse que la vérité terrain est disponible immédiatement après la phase d'inférence. Et nous, ce qu'on reproche, c'est que si la vérité terrain est disponible immédiatement, l'intérêt d'un modèle prédictif est moyenne. Ensuite, on peut construire des modèles spécifiques donc pour traiter la dérive sans avoir besoin de réentraînement, d'acquisition de nouvelles... non, ça c'est pas vrai. Il faut toujours avoir la vérité terrain pour ces deux approches. Donc il y a l'apprentissage en continu, quelque chose de classique, et ça marche bien parce qu'on fait l'hypothèse que les dernières observations sont les observations qui appartiennent au concept, donc à la distribution du moment. Donc si le modèle il apporte plus d'importance aux observations récentes, il ne va pas se tromper sur les observations à venir, ou alors il va avoir dans un cas de changement de distribution, avoir une petite phase de mauvaise prédiction, puis ça va remonter. Et ensuite, il y a donc ce que j'appelle les méthodes ensemblistes. Donc la plus connue, ça va être Learn++ NSE. Donc là, on a un pool de modèles, et les données, on admet qu'elles arrivent en batch, et que à chaque batch, peu de temps après, les labels, donc la vérité terrain, est disponible. Ce qu'on va faire, c'est que chaque modèle a un poids. Quand des nouvelles observations arrivent à être labellisées, donc chaque modèle de l'ensemble les score, et puis la prédiction finale, c'est une moyenne pondérée de chacun des modèles. Ensuite, quand la vérité terrain arrive, on actualise les poids de chaque modèle. Si un modèle s'est trompé, on baisse son poids, et si un modèle a très bien performé, on l'augmente. Et on entraîne un nouveau modèle qu'on ajoute à l'ensemble, et on supprime le modèle le moins performant. Ou alors on peut supprimer le plus vieux, enfin il y a différentes variantes. Donc d'après ces méthodes, il y a beaucoup d'algorithmes qui ont besoin de la vérité terrain pour fonctionner, et donc comme je l'ai dit, c'est pas toujours réaliste. Et il y a des algorithmes tels Hadwin qui vont pas forcément détecter un changement de frontière de décision, donc qui permettent d'envoyer des signaux aux data scientists pour régler un problème, mais il va y avoir des faux positifs, ce qu'on appelle, ils vont détecter une dérive virtuelle. Donc la dérive virtuelle, c'est toutes les dérives qui n'impactent pas la frontière de décision ou les performances du modèle. Et donc, quand on fait un nouveau modèle, on va tester sur deux types de dérives. On va générer une dérive artificielle qui va vraiment impacter la frontière de décision. Puis on génère aussi une dérive sur des agrégats qui n'ont aucune importance dans la modélisation prédictive. Et on regarde si on peut correctement détecter la dérive qui impacte et ignorer la dérive qui n'impacte pas. Et les modèles comme Hadwin à base de fenêtres mobiles ou qui regardent juste la distribution des données ont tendance à bien détecter, mais les deux types de dérives. Donc c'est pas satisfaisant. Donc nous on a introduit RDD. Donc concrètement on construit un arbre de décision sur les données d'entraînement.
On ne va pas construire n'importe quel arbre, il y a un certain nombre de critères. On veut que les feuilles soient assez pures, on veut que chaque feuille ait un nombre suffisant d'observations, et les feuilles, parce qu'on ne peut pas forcer ça non plus, les feuilles qui ne respectent pas le critère de séparation des données tout en ayant un certain nombre d'observations sont supprimées. On attribue à chaque feuille un poids en fonction de son pouvoir de décision et de sa taille. Ensuite, on garde ce partitionnement de l'espace, et lors de la phase d'inférence, on va faire passer les observations dans l'arbre. On regarde seulement les feuilles qu'on a gardées. Et au sein de chaque feuille, on va faire un test d'égalité des variances. Et pour chaque variable, s'il y a un nombre suffisant de variables où on rejette l'hypothèse d'égalité des variances, on signale la feuille comme dérivant, et s'il y a assez de feuilles qui dérivent, alors on détecte une dérive. Je n'ai pas mis les résultats prédictifs, mais ils sont disponibles sur le papier. Et ce modèle arrive très bien à détecter la dérive réelle sur un grand nombre de cas d'usage synthétique et réel, et à ignorer, dans la plupart des cas, la dérive virtuelle. Voilà. Merci beaucoup. Tu nous as surpris là. Okay. On s'attendait. Ah, question quand même. Alors oui, est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur ces arbres et sur peut-être ce qu'ils représentent? Peut-être en attendant les questions, tu peux donner une intuition de ce que ça fait en fait? Donc en fait, pourquoi on a pris un arbre de décision? Pour deux raisons. Un, ça nous permet aussi de traquer où est la dérive dans l'espace, donc voir quelle variable et sur quelle plage de valeur. Et deuxièmement, ça nous permet de contourner l'aspect on n'a pas les labels réels et de voir, de détecter ces dérives sans avoir accès à la vérité terrain. Alors, moi, j'avais une question là sur ta définition de ce que c'est qu'une dérive, parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même, comme tu l'as dit, qu'il y avait plusieurs notions. Mais qu'il y avait quand même des distinctions éventuellement que tu n'avais pas mentionnées. Quand tu prends l'exemple du Covid, c'est le genre de dérive donc soudaine qui peut se produire, mais avec l'idée que quand l'événement est passé, on revient, quelque part, il ne faut pas oublier les anciens modèles qu'on avait construits parce qu'il faut y revenir après. Par rapport à l'autre exemple que tu donnes, où c'est une machine qui vieillit au fur et à mesure et il faut recalibrer de temps en temps à cause de cette dérive, là, pour le coup, là, j'ai l'impression que l'idée, c'est plutôt d'oublier les valeurs quand la machine était neuve et puis de suivre cette dérive au fur et à mesure. Et donc, la question, c'est cette idée de est-ce qu'il faut oublier les anciens modèles ou est-ce qu'il faut les garder pour les réutiliser ultérieurement? Est-ce que c'est une notion qui est importante dans votre taxonomie et quelque part dans les modèles sous-jacents pour pouvoir faire ça, pour pouvoir garder quand même l'ancien modèle? Ouais, c'est extrêmement important, surtout même avec l'exemple du Covid où il y a eu plusieurs vagues où on alternait entre normal, confinement. Et en général, oui, et toutes les méthodes ensemblistes, on garde surtout les poids des modèles varient. Et donc pour le NSE, ça nous permet de dynamiquement ramener les anciens modèles qui étaient bons il y a un an et qui étaient des mauvais, qui n'étaient pas adaptés au concept actuel, et quand il y a un changement de concept, de les faire revenir sans forcément avoir tout à réentraîner sur les dernières données disponibles. Donc oui, et j'en ai pas parlé là, mais il y a aussi beaucoup de papiers sur le fait de comment est-ce qu'on va classifier une observation à un contexte pour pouvoir après soit la labelliser, soit l'utiliser d'une manière non supervisée pour améliorer un modèle. Ouais. Donc un modèle à ça, parce qu'ensuite, normalement, après, tu as ce qu'on appelle le dilemme stabilité et plasticité, c'est de dire, est-ce que l'exemple, je m'en sers pour modifier le modèle, ou est-ce que le modèle, je le garde comme étant l'ancien modèle de référence, et l'exemple, je m'en sers pour le nouveau modèle. Et ce choix-là est aussi difficile. Ouais. Et vous avez des réponses à ce dilemme plasticité et stabilité? Pas vraiment. Après,
Après, quand on fait nos tests, on contrôle la dérive pour pouvoir l'évaluer. Et dans les cas de tous les jours, on va faire en fonction des données qu'on a eues, historiques. On va voir si on a plutôt à faire. La première étape dans tout modèle prédictif dans l'industrie, c'est de qualifier le type de dérive auquel on peut s'attendre. Si c'est une dérive brutale qui change tous les premiers du mois, on va vouloir avoir quelque chose de plastique. Et puis si c'est quelque chose de lent, incrémental, on va plutôt privilégier la stabilité. Mais c'est vraiment au cas par cas, et c'est vrai que ça manque un peu dans ce que j'ai pu voir de la recherche à ma connaissance. On ne s'intéresse pas trop parce qu'on est sur des données contrôlées, dans un environnement très contrôlé. Merci. Alors, ma question c'est, est-ce que tu as une librairie GitHub ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est automatisé? Est-ce que je peux l'adapter à n'importe quel modèle? J'ai l'impression que ça fonctionnerait bien pour des données tabulaires, mais pour les images et tout ça, je ne sais pas si c'est... Alors, parfaitement, ça c'est pour les données tabulaires. 100% pour les données tabulaires. Il y a un code GitHub, mais c'est en privé, parce qu'il n'est pas encore très propre. Mais oui, ça va venir. Pour les données, si ça vous intéresse, les images, il y a eu un papier qui est sorti qui lui qui marche bien sur les images, mais c'est plutôt à base de réseaux de neurones. On va faire ce genre de choses. Mais nous, c'est vrai qu'on se spécialise dans les données tabulaires. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'avais des questions pour vous, en fait. Je n'ai pas réussi à les... Bonjour. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Du coup, l'arbre de décision sur lequel tu regardes quelle feuille est en dérive par rapport à la variance et tout ça, c'est l'arbre de décision c'est ton modèle, ou c'est un autre modèle que tu entraînes spécifiquement pour regarder la dérive? Alors, c'est une très bonne question, et c'est un autre modèle qui va être, on ne l'utilise pas pour faire la prédiction, ça va être plutôt un détecteur qui va fonctionner en parallèle du modèle prédictif qui va être peut-être un peu plus évolué que l'arbre de décision. Non, c'est vraiment un détecteur qui va permettre d'adapter le modèle principal en cas de détection de dérive. D'accord, et du coup, chaque feuille contient les résultats que le modèle ferait, plus ou moins les mêmes résultats, et ensuite on se base sur... Ouais. On a l'information de la classe qui serait prédite, après on ne l'utilise pas dans la détection, mais on a cette information, mais on ne va pas l'utiliser vraiment. On va regarder si au sein des observations, au sein des feuilles, on rejette ou non l'hypothèse d'égalité des variances, mais on ne va pas se dire... ça peut être intéressant de regarder, ah tiens, ça dérive que sur les classes positives, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Je peux juste dire quelque chose. Effectivement, cet arbre, quelque part, il essaie de regarder comment sont dispersés tes votes dans tes arbres de décision. Et l'idée, c'est que quand tu as appris, tu as dispersé, tu as construit ton arbre suivant les fréquences de ce que tu vois et suivant les classes. Et donc, normalement, en production, on devrait tomber à peu près avec la même fréquence dans les mêmes feuilles. C'est un peu l'idée. Et donc, en fait, en faisant ça, on va voir tout d'un coup, ça va être étrange parce qu'on va systématiquement aller dans la même feuille, en fait. Alors que normalement, statistiquement, on ne devrait pas aller tout le temps ici. Et ça veut dire quelque chose. Ça, c'est l'hypothèse de base. Et donc, ça veut dire que soit il y a une surreprésentation de cette feuille-là, soit on se trompe en allant dans cette feuille parce que normalement, elle devrait être plus équilibrée avec les autres. Voilà, c'est un peu l'idée de cet arbre qui va essayer de disperser, de trouver un moyen de disperser dans l'espace toutes les feuilles et de faire un clustering de feuilles de vote en fait où on tombe. Voilà, c'était un peu l'intuition de cet arbre. Enfin, ouais. Ok, ok, j'ai compris ta thèse alors c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, très bien.
Merci. Une question rapide juste sur ce dont on parlait à l'instant. Du coup, ces arbres qui sont construits, est-ce qu'on les reconstruit entièrement avec des nouvelles données ou est-ce qu'on les construit avec la concaténation des anciennes et des nouvelles données? J'imagine que du coup c'est rapide à faire. Est-ce qu'on regarde l'évolution dans le temps ou vraiment juste on prend que les nouvelles données? Alors, on n'a pas fait de mise en production, mais si je devais en faire une, ce serait on isole le dernier concept, on construit l'arbre dessus, et on va regarder sur une grande fenêtre mobile, et dès qu'on détecte une dérive, on réentraîne un nouvel arbre. Donc ça va être un... D'accord, mais les données s'accumulent du coup. Ouais. D'accord, glissante sur les derniers exemples. Ok. Merci. Merci. Merci pour la présentation. Dans certaines problématiques de forecast, il y a des fois où on veut enlever la tendance avant de prédire le signal. Et du coup, j'imagine qu'il y a des situations où on peut penser à une dérive parce qu'il y a une tendance qui apparaît, mais le signal sous-jacent, indépendamment de la tendance, subsiste. Et lui, pour le coup, on arrive encore à le prédire. Et des fois, autant c'est une vraie dérive parce que c'est le signal lui-même qui change. Est-ce que ça, on saurait faire le distinguo? Du coup, avec les modèles de série temporelle où on va rendre les données stationnaires, j'imagine, après je ne suis pas spécialiste sur les séries temporelles, mais j'imagine qu'une dérive, après le traitement, elle vienne se montrer par un changement de cette tendance ou quelque chose comme ça. Donc, ou là où on avait des données parfaitement stationnaires, elles ne le sont plus. J'imagine que ce soit... Ouais, je me permets de... on travaille sur un truc qui ressemble à ça. En fait, l'idée, c'est on va essayer d'identifier des exemples qu'on va demander à l'utilisateur de classifier pour vérifier qu'il n'y a pas une dérive. Et donc, on va avoir un coût d'identification. Et donc, l'idée, c'est d'enrichir les modèles avec un peu une idée de peut-être qu'il y a une dérive. Je sais que ça coûte cher, mais là, je te la présente et si tu me la tags, je sais que ça va me rendre vraiment service, quoi. Donc, c'est pas au hasard, c'est d'identifier ces points saillants pour justement clarifier ça. Ouais. Et ça débute à peine. Hein, ouais, c'est pas publié. Mais justement, parfois, c'est difficile pour l'utilisateur de comprendre s'il y a dérive ou non. Oui, donc, du coup, juste en taguant, le système va lui montrer un exemple. L'utilisateur va taguer le système, va taguer l'exemple, et le fait de le taguer va dire, non, ça a conforté le fait qu'il n'y a pas de dérive ou qu'il y a une dérive. Ouais, on ne va pas demander à l'utilisateur de dire est-ce que ça dérive, on va dire est-ce que c'est bien un 0 ou est-ce que c'est bien un 1, et on regarde si le modèle de base était correct ou non. C'est plus dans cette optique. Bonjour, juste une petite question sur des problèmes plutôt non supervisés, type détection d'anomalies, même si on peut dans certains cas se ramener à considérer ça un peu comme un problème supervisé. Est-ce que vous avez essayé de regarder comment on pouvait détecter la dérive dans ces cas-là, utiliser un premier modèle dans lequel on a relativement confiance et on l'utilise pour labelliser un ensemble d'apprentissage qui permettrait d'apprendre après votre arbre, ou c'est pas du tout la même techno qu'il faudrait utiliser? Alors il y a un modèle qui existe, donc on va entraîner un modèle prédictif sur des données. On entraîne un deuxième modèle qui va prédire les prédictions du premier modèle, et là on va pouvoir savoir quand on se trompe, et quand il commence à se tromper, on détecte une dérive. Cependant, c'est vrai que la détection d'anomalie, c'est très proche de la détection de dérive. À une exception près, c'est que la détection d'anomalie, ça ne va pas changer le concept de base. C'est des observations out of distribution, dans la dérive, on pourrait dire que toutes les observations deviennent out of distribution éventuellement.
Du coup, les techniques sont pas, on connexe, mais pas exactement pareil. Bon, je pense qu'on a... peut-être alors une toute dernière. Peut-être que non, l'orateur d'après est prêt, donc tes transparents sont prêts. Bonjour, moi j'avais encore une petite question sur l'arbre de décision, parce que ce qui n'est pas très clair pour moi, c'est est-ce que cet arbre de décision, il est lié aux prédictions du modèle où on cherche à voir s'il y a une dérive, ou est-ce qu'il prédit juste les dérives des données, sans parler d'un quelconque modèle, en fait c'est juste la distribution, enfin c'est ce que j'avais l'impression d'avoir compris. Et du coup, s'il est uniquement basé sur les données, enfin il montre juste une dérive dans les données, vous parliez au tout début de présentation il y a des dérives qui sont impactantes pour le modèle et des dérives qui ne sont pas impactantes pour le modèle. Est-ce que du coup ça permet de comment ça peut permettre de trouver une... Excellente question. Donc en fait, le modèle c'est un complément, enfin le détecteur de dérive c'est un complément, donc il n'est pas lié au modèle principal. Et comment est-ce qu'on arrive à ignorer la dérive virtuelle? Enfin, c'était notre intuition de la dérive qui va changer la frontière de décision. C'était que le partitionnement de l'arbre fait lors de la phase d'entraînement permette d'isoler les observations des différentes classes. Et ensuite, si on voit que ces observations, enfin, si on a une dérive P de Y, enfin, P de X sachant Y, c'est ce qu'on détecte. On fait la supposition, toute chose égale par ailleurs, que ça va impacter la frontière de décision. Après, on l'a vérifié dans les faits, mais ça aurait pu ne pas être forcément le cas. Ok, merci pour toutes ces questions. On va passer. Merci, merci Maxime.